Dans l'épisode précédent. Le sport. Le basket en général, parce que le basket, c'est pas que c'est très facile, mais il y a beaucoup de stats au final. C'est un sport où c'est beaucoup plus facile d'avoir des stats. Et il y a 15 ans, c'était pas aussi facile que maintenant de choper les stats. Ça, tout ce qui est technologique sur les sports, ils sont vraiment en avance sur ce qu'on a nous en Europe. En NBA, là-bas, ils ont déjà ce qui sont les caméras qui filment dans tous les coins de la salle. Et avec ça, ils te font tout ce qui est intelligence artificielle. Et il y a des stats qui sortent que nous, ici, en Europe, sont impossibles de sortir. On a certains programmes qui nous permettent de nous dire, par exemple, un joueur lituanien qui joue en Allemagne, s'il vient jouer en France, la première année, qu'est-ce qu'il peut apporter? Combien de temps il va avoir besoin pour arriver à son pic de forme? Si on connaît son pic de forme, ou si on peut dire, ou pour revenir à son niveau qu'il avait en Allemagne, parce qu'on sait très bien qu'un Lituanien qui joue en Allemagne, s'il est en France, premier jour, il va pas être à fond. Enfin, l'adaptation, la langue, tout ça. Donc, On fait des MyGM ouais. et lui, il fait tout ce que vous faites en informatique, mais il le fait à la main. Nous, on n'est pas là pour faire concurrence à personne, on n'est pas là on est là pour partager. On a De la critique facile, de venir juger le travail de européen, l'autre, plutôt que de s'unir et d'essayer c'est de... ça. Mhm. D'autant plus dans un monde comme le basket européen qui doit lutter contre la NBA, ou, enfin, ou à côté, plutôt pas contre, mais à côté. Et on voit que ça se fait des guéguerres plutôt que d'essayer de s'unir et de dire, OK, t'as fait un truc, une émission ou une interview, elle est cool, bravo, continuez, c'est top. On a fini la première partie pour apprendre un petit peu à vous connaître, et déjà on a une nombreuses informations vraiment très intéressantes. On va passer à la partie où on va parler vraiment stats avancées liées à l'Euroleague et à la saison qu'on vient de vivre. Elle a terminé, alors pour le jour où on enregistre, c'était hier. La saison régulière vient de se terminer. Euh, Dans l'ensemble, Thierry, est-ce que tu vois à travers les stats des stats qui justement peuvent résumer parfaitement ce qui vient de se passer cette saison en Euroleague? La stat que nous, on partage souvent toutes les semaines, en principe, qui est la stat référence, qui est Efficiency Landscape, qui est vraiment c'est l'efficacité en attaque et en défense de toutes les équipes. Donc, c'est le nombre de points marqués en attaque pour 100 possessions et le nombre de points encaissés pour 100 possessions défensives. Oui. Et ça, vraiment, pourquoi on parle de possession plus que de points par match au final? Parce qu'il y a certaines équipes qui jouent plus vite que d'autres, certaines équipes qui ont des possessions plus courtes, plus longues, ça dépend du type de jeu, ça dépend de beaucoup de choses. Donc, pour vraiment savoir si une équipe est bonne en attaque, il faut savoir combien de points ils mettent par possession ou pour 100 possession. Donc, et en défense, pareil, combien ils encaissent. Donc pour nous, cette stat, c'est celle qui résume le mieux une saison. Parce que sur un match, sur deux matchs, ça veut rien dire. C'est comme tout. C'est un match, l'équipe peut passer au travers, truc. Mhm. Mais sur une saison, c'est vraiment la stat qui résume le mieux et qui peut résumer aussi, dernièrement, ce qu'on fait quand on arrive en fin de saison, c'est sur les derniers matchs. Parce qu'en final, l'équipe, si elle était bonne en octobre, en novembre, elle n'est peut-être pas aussi bonne au jour d'aujourd'hui. On parle, par exemple, le Real Madrid, qui était jusqu'en janvier, il n'y avait personne qui pouvait les battre. Ils ont eu un petit coup de mou. C'est vrai que là, maintenant, ça revient un peu mieux. Le coup de mou, ils l'ont eu autant en Euroleague comme en ACB. Et au contraire, tu as le Fener, par exemple, qui a commencé super mal, ou le Pana aussi, qui n'avait pas super bien commencé et qui a remonté la pente sur les dernières. Donc, pour nous, la stat, vraiment, c'est ça, c'est l'efficiency landscape qui, cette année, sur la saison totale, vraiment, ça te donne le Real Madrid qui a, si je ne me trompe pas, la troisième attaque et la deuxième défense, mais qui, sur l'ensemble des deux, qu'on appelle le net rating, qui est la différence entre les points marqués et les points encaissés sur 100 possessions, qui sont les meilleurs de la saison. Et après, tu retrouves en attaque, tu retrouves l'Anadolu et le Fener, qui sont les deux, qui ont été les deux meilleures attaques
sur la saison régulière, mais l'Anadolu, par exemple, c'est l'avant-dernière défense, qui explique aussi que ils ne sont pas dans le top 6, par exemple. Ouais. Pour moi, ils feront partie des quarts, je pense, parce qu'ils sont en forme et tout ça. Et après, en défense, ouais, tu retrouves le Pana. La meilleure défense, c'est Pana. C'est un truc qui nous a pas mal surpris aussi. Mais bon, ils sont là. Ils sont là et je pense qu'ils peuvent faire quelque chose de bien. Et Valence, Valence si on oublie les 2, 3 derniers mois, c'était la meilleure défense presque jusqu'au mois Oui. de janvier-février. C'était la meilleure défense de l'Euroleague. Donc, au total de la saison, c'est vrai qu'ils sont troisième en défense, mais j'ai l'impression que les 3 derniers mois, bon, ils se sont décapités tout seuls aussi un peu, je crois, Ouais. ils sont tombés. Après, si on parle un peu des Français, pour aller vite, Monaco, sur les derniers mois, c'est une des meilleures défenses de Monaco, mais sur la saison, je crois qu'ils ont fini comme septième défense et 5, 6e attaque. Enfin, ils sont bien placés là-haut. Et bon, l'Asvel, 16e défense et 16e attaque. Ni dernier ni avant-dernier, dans aucun des deux, hein. Mais ouais, ouais, pour nous, c'est une stat qui résume assez bien le, ouais, le championnat au final. Après, c'est vrai qu'il faut alimenter d'autres stats pour expliquer un peu plus tout ça, mais si on a besoin d'une stat pour résumer, ça va être celle-là. Est-ce qu'on peut, alors on va, nous au montage, on va essayer de vous mettre les tableaux que nous a fournis Thierry. Est-ce que tu as quand même une surprise qui émerge, une équipe qui voilà, défie un petit peu de tout ce qu'on pouvait en voir, en penser, et qui d'un coup, dans les stats, montre que bah waouh, ils sont là, ou inversement, hein, ou qui sont complètement passés à travers. Euh, non, enfin, surprise, surprise, non. Mais c'est vrai qu'il y a eu, pour moi, il y a eu quand même deux demi-saisons différentes pour plusieurs équipes. Les deux Turcs, Ouais. c'est sûr. Au Fener, avec le changement d'entraîneur, ça s'est vu directement. Le Pana, qui pour moi a fini très bien et je pense qu'il faut vraiment, s'ils arrivent à améliorer un peu l'attaque, je pense que c'est vraiment un bon candidat au titre final. Après le Final Four, on sait que ça se joue sur presque rien et souvent sur un panier de Yule à la dernière seconde. Euh, mais la deuxième, ça va paraître bizarre peut-être parce que l'Asvel en a reçu des bonnes toute l'année, mais la fin de la saison est pas mal. On va oublier le match d'hier soir contre Barça parce que Barcelone, au final, s'est déjà qualifié, c'est avec qu'il allait être quatrième et je pense qu'ils n'ont pas. J'ai pas vu le match donc je peux pas non plus le truc. Mais depuis que, avec tous les changements d'entraîneur, hum, le dernier staff, pour moi, et ça parle beaucoup, l'Asvel, ça parle beaucoup de changer. Il parle de Scariolo, d'autres entraîneurs. Et pour moi, si j'étais Tony Parker, déjà, je ne serais pas là. Ou oui. Mais je lui donnerai une chance. Je continuerai la continuité de cette fin de saison. C'est C'est Poupée. très intéressant d'entendre ça, quand même. C'est très très intéressant. Je sais pas ce que t'en penses, Damien, mais enfin, Thierry, du coup, en train de nous dire que via les stats, Poupée mérite d'avoir encore sa chance. C'est fort d'entendre ça, parce que, comme quoi, ne pas jouer que sur un nom, sur une réputation, et de voir que le taf mis en place par Pierre Poupée donne des résultats. Et le retour de De Colo aussi, je crois, hein. Enfin, faut pas oublier que Nando De C'est Colo a été blessé pas mal de temps Oui. et ça peut faire, enfin, ça fait du mal à l'équipe. c'est marrant parce que c'est vraiment les deux points de discorde sur la saison parce que bon, le De Colo qu'on a cette année, alors il y a les blessures, mais n'est pas forcément celui qu'on aime et qui est passé par Cesca et compagnie. Euh, mais c'est ouais, c'est marrant. Toi, je suis sûr que c'est le truc sur les comptes là, si vous voulez, en tout cas en France, faire bouger, faire ce genre de petit tableau où tu es capable de montrer, lancer un débat sur le poupée mérite de rester et en expliquant d'un point de vue statistique, je pense que c'est ultra pertinent, ça va marcher de ouf.
parce que les gens donnent leur avis pour X raisons, parce qu'ils sont plus Monaco, ils sont plus Paris ou n'importe quoi. Mais leur dire que d'un point de vue statistique, si on regarde à partir du moment où Poupée a pris en main le truc et qu'ensuite, avec l'aide de Colo qui revient, c'était pas si mal Ça, que c'est ça, sûr. les gens, je pense, vont être étonnés en fait. Non, et après, c'est pour ouvrir un débat aussi, c'est bien parce que nous, au final, c'est les stats. C'est vrai qu'on regarde les matchs avec notre œil, on n'a pas un œil d'entraîneur non plus. Donc, Hmm. c'est un œil spectateur, on a joué un peu. Euh, on a vu plein de matchs, ça c'est sûr. Mais c'est nous, ce qu'on voit, qu'on peut voir, c'est que avec Poupée, c'est meilleur qu'avec Poteco et avec Tigi, ça c'est sûr. Et il y a eu beaucoup de points qui ont été améliorés. Après, c'est toujours pareil, il faut voir pourquoi. C'est parce que De Colo est revenu, c'est parce que c'est passé autre chose, on ne Delaney sait a pas. été Enfin, réparti, oui. mais c'est vrai qu'il y a eu une différence de dynamique avec le changement d'entraîneur. C'était en janvier, non? Je ne me rappelle plus exactement. Il y a eu enfin, une amélioration qu'on voit au niveau des stats et qui mérite approfondir. Mhm. Mais je repense du coup, parce que je rebondis sur ce que tu disais sur sur tes fameux fichiers de joueurs de droite et de gauche, là où vous êtes capable dans l'idée de se dire, bon, il vient de tel pays, donc sur sa première année, quand il arrive, etc., euh, vous pouvez anticiper, entre guillemets, des adaptations dont il aura besoin. Là, quand vous avez fait la préparation de cette saison régulière d'Euroleague, nous, on l'a fait comme ça entre nous pour rigoler, mais vous avez fait un power ranking, j'imagine, basé sur les statistiques. Mhm. Et c'est peut-être pour ça, dans ce sens-là, la question de la belle surprise. Est-ce qu'il y en a par rapport aux projections que vous aviez, vous, et vos perspectives sur le classement final? Est-ce qu'il y en a une qui a vraiment, qui a vraiment surpris les chiffres, en fait, d'une certaine manière? Dans le sens mauvais, on va dire Valence. Ok. Valence, on attendait un peu plus parce que en Espagne, c'est une grosse équipe, qu'on veuille ou non. L'année Hmm. dernière, ils avaient fait un bon championnat, ils avaient recruté pas mal. Donc cette saison, c'est vrai que Valence on attendait un peu plus de bonne surprise, même s'ils n'ont pas réussi à se qualifier. Kaunas, ça a été une bonne surprise, et je crois que c'est surtout grâce à Oui. Trinchieri quand il est arrivé, ça a changé. Mais Kaunas, pour nous aussi, ça a été une bonne surprise. Mauvaise, maintenant que je regarde aussi le Partizan, mais je veux pas enfoncer le couteau dans la plaie, mais c'était après la fin de la saison dernière, qui perdent 3-2 avec tout ce qui s'est passé autour du match contre Madrid et tout ça, ben, c'est vrai que au moins le play-in ou plus, tu les attendais plus pour jouer la 5 6 7 8 par là. 5 6 7 8 et se mettre dans les 8 et essayer de passer là-dessus. Après, Baskonia en Espagne, c'est vrai que ça. Mais là, je parle plus parce que comme je bouffe vraiment du basket espagnol, au final, les clubs espagnols ici, enfin, on les voit vraiment en haut. Parce qu'au final, le Real et Barcelone, ils ont tellement habitué que les clubs espagnols gagnent que, que ça. Et même hein, Monaco, hein, je te dirais que Monaco, hmm, bonne surprise. C'est-à-dire, on les voyait en play-off, on les voyait dans le top 8, mais peut-être pas jouer la deuxième place jusqu'à la dernière journée, avec tout ce qu'il y a eu. Même si tu penses qu'ils avaient chopé Kemba Walker, et tu dis ils avaient le backcourt le plus impressionnant peut-être d'Euroleague, mais au final, Walker, bah, ça a été une mauvaise saison pour lui, mais ils s'en sont bien sortis. Ça a été une bonne surprise, pas autant que des équipes qui sont allées vraiment beaucoup plus haut, parce qu'au final, Monaco, ils étaient arrivés à la Final Four et tout ça, mais il y avait tellement d'équipes qui avaient bien recruté, qui s'étaient bien renforcées, et cette année en plus, ça a été super, super serré jusqu'au final, de la deuxième à la 16e place, vraiment. Donc, Ouais, mhm. ça assoit quand même
une dynamique pour Monaco. Ça assoit vraiment quelque chose de... Ils sont là, ils sont en train de s'installer dans le gratin européen. Ça se confirme par leurs résultats, mais aussi sur des chiffres qui peuvent sortir et qui montrent bien que voilà, ils font partie du top de l'Euroleague. Oh, bah, c'est la troisième année, non, qu'ils sont en Euroleague, si je ne me trompe pas, et en 3 ans, ils ont joué 3 fois les playoffs. L'année dernière, Final Four, et cette année, ils peuvent y retourner. Ça va être, le Fener, ça va être facile, mais ils peuvent y retourner. Et une fois que tu es à Final Four, c'est 50-50, hein. 25, 25, 25, 25, mais sur un match, on ne sait jamais. Tant que tu ne croises pas le Real Madrid, tu peux gagner. Ça fait un peu de transition toute faite, mais euh, si on commence à parler de stats, je sais que dans le basket, on est le sport le plus individuel parmi les sports collectifs, donc forcément, il faut qu'on aille sur les joueurs. Vous avez le Clutch Data Score pour parler des joueurs. Euh, Est-ce que cette statistique peut nous donner le joueur le plus valuable de l'Euroleague? Au vu du petit tableau, je pense qu'on n'est pas loin d'avoir aussi le MVP de la saison. On essaye, on essaye. Pour faire un petit crochet sur le Club Data Score et pour expliquer un peu ce que c'est, Ouais, euh, j'ai vu. Très bien. le Club Data Score, on a essayé de monter une stat individuelle qui nous donne une idée un peu plus globale de ce qu'a fait le joueur pendant le match et pendant la Ouais, son compétition. impact. Ouais. Au jour d'aujourd'hui, vraiment, l'Euroleague et toutes les grandes compétitions utilisent le pire. Au final, tu prends toutes les bonnes stats et tu fais la différence avec toutes les mauvaises et tu as un numéro. Là-dessus, le gros problème, c'est que tu ne mets pas vraiment tout ce que tu as dans la partie défensive d'un joueur. Tous les joueurs vraiment défensifs, ils ne vont jamais avoir un pire au-dessus de 10. Ça, c'est impossible. Pour avoir un bon pire, il faut que tu mettes plein de points, il faut que que tu prennes plein de rebonds et tout ça. Donc, vraiment, nous, ce qu'on voulait, c'est donner aussi sa- son importance à la défense en faisant certains calculs. Donc, vraiment, le club data score, on essaye de prendre l'efficacité en attaque, la différence du rendement de l'équipe quand le joueur est sur le terrain et quand il n'est pas sur le terrain, donc pour voir un peu vraiment l'impact. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a le plus minus, mais Ouais. bon, le plus minus, c'est au final, ça dépend beaucoup de qui t'as à côté, ça dépend beaucoup de beaucoup de choses. Donc vraiment, ce qu'on cherche, nous, c'est pas vraiment ce plus minus, c'est plus l'équipe est meilleure au rebond avec toi sur le terrain ou non, l'équipe est meilleure en perte de balle avec toi sur le terrain ou non, et la différence, l'équipe avec et l'équipe sans. Donc avec ça, on sort des numéros, le club data score, et, euh, et on espère que ce soit, on essaye de voir et de s'approcher vraiment de ce qui devrait être la sensation sur un match. Donc vraiment, selon notre Club Data Score, le MVP devrait être l'ami Mac James. Surtout pour sa partie en attaque, vraiment, ça a été le meilleur. C'est lui qui a le meilleur Club Data Score en attaque. En deuxième, au niveau global, on a Jean Vesely de Barcelone, qui a fait une grosse saison aussi en Catalogne. Et troisième, Keenan Evans, qui est aussi, je crois, en ballottage pour ce titre d'MVP. Je pense qu'il n'aura pas, parce qu'au final, Kaunas, Ouais. sans être ni au play-in, ça joue aussi. Les résultats de l'équipe jouent aussi là-dessus. Mais Par je contre, ça pense pas va que ça faire échappe. qu'élever sa cote pour le mercato cet été. C'est ça. Si les clubs tombent sur vos stats, C'est ça, c'est ça. l'agent, il est là, il fait, c'est bon, rien à faire. On prend 10%. Hein, l'agent, quand on parle à l'agent, on lui prend 10% sur le nouveau contrat et c'est bon. Euh, donc oui, après, si on continue avec la liste, on a Josh Nebo du Maccabi,
Facu Campasso de Madrid, Ibaka du Bayern, qui a eu son Ouais. importance aussi. Moi, je suis hyper content parce que ça a été une des questions que pas mal de gens se sont posées en début d'année. Est-ce que ça va fonctionner pour lui? Est-ce qu'il va réussir à s'adapter? Qu'est-ce que c'est Ibaka en Euroleague? Et au final, le gamin était là. Je la Il place était. parce qu'il faut. Il y a quelqu'un qui nous a dit que ça ferait le même résultat que Kemba Walker. Voilà. Ouh. Qui a dit ça? Je ressortirai le tweet s'il faut. Après, Ibaka, je pense qu'il a signé au Bayern parce qu'il y avait Pablo Lasso Pablo aussi. Je Lasso. pense que ça a été Ouais. et ça l'a aidé pour s'adapter plus rapidement. Ouais, puis Et là, Pablo Lasso, c'est Pablo Lasso, au final. il sort d'Espagne, Ibaka, avant d'aller aux États-Unis. Real. C'est ça, c'est ça. Et du coup, il joue en sélection aussi. C'était avec Mirotic, c'est ceux qui se tournaient les noms, les naturalisés là. Il se tournait entre Ibaka et Mirotic en sélection espagnole. Et après, ouais, il a été quand même 7-8 ans en NBA, c'est possible, non? Entre Oklahoma, j'ai perdu après, mais surtout Oklahoma, où quand il était avec Kevin Durant, avec Westbrook, quand ils font la finale. Et, mais oui, enfin, il sort d'Espagne, il a fait pas mal de saisons en Espagne avant de partir là-bas. Et je pense que Pablo Lasso, ça l'a bien aidé pour s'adapter, C'est clair. vas-y, après, je crois que si on prend je vais voir juste les données du club data en défense, le meilleur défenseur serait Stefan Jovic. Stefan Jovic de Valence, parce qu'il y a toujours des mais, parce que Valence est vraiment bon en défense et il n'y a personne qui défend. C'est ce qu'il y a du mal. Enfin, j'ai pas non plus vu trop de matchs de Valence et je veux pas non plus trop m'avancer parce que Valence, ça fatigue un peu. Mais, mais Jovic, c'était vraiment, tu voyais quand il était sur le terrain comment ça défendait différent. Mhm. Alors là, on est sur la partie défensive. Là, t'es venu sur la partie défensive de ce Clutch Data Score. Euh, Comment vous le calculez, cette partie défensive au niveau statistique? Parce qu'il y a quand même un truc, pareil, Dame, tu le mettras au montage. On voit quand même que le troisième de ce classement reste Mike James. On sait qu'il a le coffre pour défendre. De là à ce qu'il ressorte aussi haut, c'est très intéressant. Donc voilà, j'aimerais qu'on comprenne un petit peu comment on arrive à avoir un Mike James aussi haut. Et, en défense, vraiment, on regarde surtout quand il est sur le terrain et quand il n'est pas sur le terrain. Après, la défense, ça veut dire beaucoup. C'est pas seulement être en défense et bien défendre, sinon provoquer des pertes de balles. Les adversaires, ils ont peut-être peur. Mike James, il a été souvent aussi avec John Brown, Moi. John Alpha Brown, et Diallo. ça, vraiment des joueurs d'équipe et tout ça. Donc, je pense que ça lui a permis de monter aussi son club data score en défense, mais il est au-dessus de ces joueurs-là, de John Brown et tout ça. Donc, c'est vraiment la différence entre quand il est sur terrain, quand il n'est pas sur terrain, les points qu'encaisse l'équipe. Euh, Aussi le nombre d'interceptions que peut faire l'équipe avec lui. Quand il est avec Okobo, c'est un grand défenseur aussi. Comme vous non, je crois qu'il a un bon. Il n'est pas dans les 15 premiers, mais il n'est pas loin des 15 de toute façon. Barcelone. Monaco a vraiment eu une bonne défense, surtout à la fin de la saison. Ils ont enchaîné 7-8 victoires d'affilée il n'y a pas longtemps, je crois. Et c'est surtout, Mike James, il ressort surtout pour ça. C'est pas vraiment pour ses interceptions ou les pertes de balles qu'il provoque aux autres, sinon que vraiment, il y avait une grosse défense quand lui était sur le terrain. Parce que du coup, tu as Calates aussi, je crois. Ouais, En deux, oui. Ouais. en deux, Kevarius Hayes, Après, c'est beaucoup de Besselier qui joueurs retourne. intérieurs, ouais. Après, c'est des joueurs intérieurs, c'est vrai. Mais c'est comme tout, le club data score, c'est un truc nouveau, donc on essaie de l'améliorer aussi. Des fois, on voit quelque chose, mais plus ou moins, à nous, ça nous plaît pour l'instant, parce que c'est des trucs pour changer aussi du pire et pour essayer de donner une autre explication aux performances des joueurs. Je suis sûr que l'année prochaine, il sera encore meilleur, le clutch data score et tout ça. Ce qui est bien avec les données, au final, c'est que tu peux t'appuyer après sur les données historiques pour t'améliorer à chaque fois, essayer de faire un truc
un truc un peu mieux. Ouais, Si, c'est marrant parce que, ah, pardon, vas-y, Dame. je voulais pousser le truc, c'est il y a aussi pas mal de statistiques auxquelles vous n'avez pas accès ou de, ouais, d'axes de récupération parce que les caméras sont pas comme aux États-Unis et vous n'avez pas forcément accès à tout ce qui va être jeu sans ballon, présence sur le terrain, tout ce qui est switch, tout ce qui est, enfin, et ça sur le côté défensif et notamment parce que là, on s'étonne, il n'y a pas de John Brown dans les 15 premiers et qui pour nous est un des plus gros défenseurs en Euroleague cette année. Et on se dit, mais c'est pas logique, mais c'est parce qu'il y a plein de choses qu'on peut pas encore quantifier aussi. C'est pour ça que peut-être après on peut se dire, bon, tiens, Mike James, mais c'est quand même très obscur pour être mis en chiffres, en fait. La défense, c'est toujours le plus compliqué à, à évaluer au final parce que c'est pas des chiffres. En attaque, au final, toi, tu mets 30 points, 10 passes décisives et tout ça. Au final, tu es un bon attaquant. Mais en défense, c'est vraiment. Et John Brown, je crois que c'est un bon exemple parce que tu vois toutes les fautes offensives qui provoquent, enfin, les switches et tout ce qui est mouvement au jour d'aujourd'hui, on peut pas vraiment le quantifier et le calculer. Donc, le jour où vraiment les caméras et on aura la possibilité d'avoir tout ça, c'est possible que le club data score d'aujourd'hui en défense n'ait rien à voir avec celui de dans 5 ans, pour donner un truc. C'est, ça, c'est sûr, parce que la défense, comme vous dites, hein, c'est le plus obscur et c'est vraiment un travail de l'ombre. Et des gars comme John Brown, Alpha Diallo, sont pas, n'ont pas ce qu'ils méritent vraiment. Ils devraient avoir Hmm. plus. Mais au final, c'est comme tout. Où tu regardes tous les matchs et tu écris tous les switches, tous les trucs. Au final, c'est impossible. Hmm, c'est clair. Mais bon, ça arrivera. Il faut un peu de patience et on arrivera. Si les stats pouvaient dresser le profil de l'équipe la mieux armée pour gagner le titre, alors tout à l'heure on a dégagé un peu le Real sur l'ensemble de la saison, mais si tu dois choisir des stats précises et que ça te donne le profil d'une équipe complète armée pour gagner le titre, elle ressemblerait à quoi cette équipe? Elle ressemblerait au pick and roll du Real. Elle ressemblerait à la pression de Monaco. Monaco est l'équipe qui a provoqué plus de pertes de balles, qui provoque le plus de pertes de balles des adversaires. Et c'est l'équipe ou la deuxième équipe qui perd le moins. Qui perd le moins. Donc là-dessus, il y a un gros travail qui a été fait, un bon travail qui a été fait. Monaco aussi a un super jeu d'ISO, mais ça, c'est pas nouveau. Enfin, n'importe qui voit les matchs Oui. entre Mac James, Kobo et tous ces joueurs, tu sais très bien tout. Et après, au niveau de un truc super important, tu as tout ce qui est transition et contre-attaque, mais pas seulement en attaque, sinon en défense. C'est très important enfin, dans les matchs après Final Four et tout ça, dès que tu peux gagner 2 points et couper une attaque rapide de l'adversaire, c'est super important. Et là, tu as Barcelone qui est super haut là-dessus. Et après, bien sûr, je parle beaucoup des styles de jeu parce qu'au final, c'est ce qu'il y a. Il y a quand même 9-10 styles de jeu différents. C'est vrai que le pick and roll, c'est celui qui s'utilise le plus ici en Europe. Bon, en NBA encore plus, mais c'est celui qui s'utilise le plus. Donc, si tu veux vraiment savoir si une équipe est bonne, entre guillemets, regarde le pick and roll, comment elle attaque et comment elle défend le pick and roll. Après, tu as tout ce qui. On parle beaucoup du catch and shoot qui s'utilise beaucoup. Madrid, ils sont super forts avec Mario et Sonja, par exemple. Mais tu as aussi le catch and drive. Tu prends enfin, tu reçois le ballon et tu pénètres. Et là aussi, il y avait Monaco qui était pas mal, mais tu avais surtout le Pana. Le Pana Ouais. avec Kendrick Nunn et Hmm. avec ces gars-là derrière qui étaient pas mauvais. Donc, le profil, un peu celui-là. Enfin, le Real Madrid, parce que ça a été Oui. il n'y a personne qui est arrivé à son niveau pendant toute la saison, mais
on va dire, le Real Madrid avec un peu de pression défensive de Monaco, un peu de défense en transition de Barcelone. Euh, Après, je ne me rappelle plus tout ce que j'ai dit, mais Ouais, un c'est peu déjà pas tout mal. ça. Mais bon, le 50%, ça va être du Real facile. Oh, on a entendu du Real, du Barcelone, du Pana, du Monaco. Ça Les quatre dessine premiers, un potentiel Final Four aussi, hein. c'est C'est ça, c'est- c'est c'est ça. plutôt, c'est plutôt très intéressant. Et si rapidement tu pouvais, à travers les stats, nous donner un top 3 d'équipes qui t'impressionnent le plus, alors pas forcément les trois meilleures, mais trois équipes qui t'impressionnent le plus par les stats, et pareil au niveau des joueurs. Le problème des stats, c'est qu'au final, tu les vois et ça ne t'impressionne pas parce qu'au final, c'est les numéros et les numéros. Mais par exemple, Monaco, je ne le dis pas parce que c'est un programme français, hein, mais je l'ai dit pareil en Espagne et tout ça. Bon, en Espagne, je dis parce qu'il faut que je fasse ressortir un peu mon, mon héritage français. Mais Monaco, Monaco a le pourcentage de points plus bas que ses adversaires. Monaco a le pourcentage plus bas que ses adversaires à 3 points. Monaco a un pourcentage plus bas que ses adversaires au lancer franc. Et ils sont troisième. Pourquoi? Pour les pertes de balles. Parce qu'ils ne perdent pas beaucoup de ballons, mais les adversaires Ils en prennent pas beaucoup. en perdent énormément avec eux. Ce qui dit que Monaco a plus de possession qui va jusqu'au tir, plus que ses adversaires. Donc toi, tu dis Monaco, ils sont plus mauvais que ses adversaires, que tous les adversaires. Dans les matchs directs, Monaco contre ses Hmm. adversaires, ils sont plus mauvais au niveau des pourcentages d'efficacité, d'adresse. Mais ils gagnent quand même, ils ont quand même gagné 23 non? 23 matchs. Enfin, ils sont quand même troisième, deuxième ex aequo, on va dire, de la compétition. Donc, quelque part, il y a quelque chose qui change. Donc, quand toi, tu vois ces données-là, pourcentage d'adresse, qui sont les données que tu trouves sur la page, sur la web de l'Euroleague, cette équipe ne peut pas être troisième du classement. Et après, quand tu rentres un peu plus dans les données et tu vois vraiment que Monaco, c'est la meilleure équipe au niveau des pertes de balles, ils ont un peu plus de rebonds offensifs, c'est vrai, mais c'est pas non plus une grande différence. Mais c'est vraiment la pression sur l'attaque adverse et sa propre attaque qui, euh, qui protège bien le ballon au final. C'est vrai Et, on en vous parle. m'avez demandé top 3 non? Je suis Ouais, resté vas-y. sur une. Mais c'est Non, vrai, non, je suis resté sur une je te équipe. laisse sur le top 3 mais c'est vrai que là, on, on- les gens, si on n'a pas les stats, les gens ne le verront pas. Ça, c'est clair que tu le dis très bien. Ils vont regarder le pourcentage à 3 points, à 2 points, les rebonds. Ils vont prendre vraiment la box score dans l'ordre. Mais ça donne pas le message derrière qui explique pourquoi ils sont si hauts que ça, alors, en fait. Et c'est vrai que là, les gens iront pas voir les interceptions, les balles ou les balles perdues provoquées. Et du coup, on se rend pas compte pourquoi Monaco est si haut. Mais c'est vrai que voilà, tout ça entraîne le fait que du coup, ils vont plus souvent au panier et ce qui font qu'ils gagnent des matchs, quoi. C'est ça. Donc Monaco, ok. Monaco. Qui d'autre? Après, au niveau des stats, il y a une équipe qui me revient. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas fait une bonne année. Mais une des meilleures équipes en pick and roll, et on sait que c'est un quart des actions, plus ou moins, c'est le Partizan. Et on va revenir sur le Partizan. Je Euh, peux me fâcher, ça dépend ce que tu vas dire. non, 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 c'est justement, c'est que même s'ils ont fait une mauvaise saison, le Partizan est la meilleure équipe en défense du pick and roll. Ah, ça C'est m'intéresse. l'équipe qui a le moins pris de points sur pick and roll, ça, au niveau des par possession. Et c'est quand même la cinquième équipe en attaque sur pick and roll. Donc, Waouh. c'est peut-être un axe à étudier de pourquoi une équipe qui est si bonne en pick and roll, qui est l'action la plus utilisée dans le basket, a fini là où elle a fini dans le classement. J'ai une théorie sur les pick and roll aux partisans. Tant que c'est pas Kevin Punter qui les prend, ça me va. C'est, il faut, c'est un débat, c'est un débat, oui. Et après, tu as une équipe assez bonne en ISO, qui est la Virtus.
une autre équipe qui a pas fait. Bref, elle a fait un super début de saison, mais qui a pas marché après avec tous les blessés et tout ce qui a pu se passer derrière. Mais c'est l'équipe qui vraiment met le plus de points à un ISO, mais qui le joue pas. Qui Mais joue c'est pas ce que l'ISO. j'allais dire, parce que quand on regarde les matchs, Non, il joue on pas a l'ISO. plus tendance à ce que ça soit du off-ball que de l'ISO. C'est ça. C'est ça. Mais tu te dis, pourquoi ils essayent pas plus de jouer? C'est vrai qu'ils ont peut-être pas les joueurs, mais par exemple, Monaco, qui est l'équipe qui joue le plus en ISO, 13% de ses possessions sont en ISO. La Virtus, ça n'arrive même pas à 3%. Ça, c'est 4 fois moins, on va dire 4-5 fois moins. Donc, si vraiment tu es bon, parce qu'au final, tu mets pas mal de points quand tu essayes de jouer en ISO, pourquoi tu essayes pas de jouer plus, même si tu n'as pas les joueurs, tu n'as pas un Mike James, tu n'as pas un gars pour faire ça, mais essaye. Ouais. Essaye, Oui, d'y arriver. Dis pas d'arriver aux 10% de possession, mais 5-6%, pourquoi pas. oui, parce que je pense que tu as dit 3%, c'est ça? Ouais. Pour la Virtus, ça doit être du Toko Shengelia à chaque fois, je pense. Oui, oui, non, je pense. Très clairement. Bah, je joue plus avec lui. Voilà. Mais, oui, je sais pas si c'était le top 3 vous vouliez, Si, parce que c'est. pour Ah, moi, c'est si, pas le si. top 3 des C'est- meilleures équipes, mais c'est plus un top 3 des équipes qui paraissent bonnes dans certains aspects du jeu. Ouais, c'est top. Mais dans le cas du Partizan et de la Virtus qui n'ont pas donné les résultats qu'on attendait d'eux. Et puis on a réussi à caler Partizan comme ça sur une note positive pour cette Oui, finale. oui, C'est bah pas oui, mal. Fallait... c'est beau. Donc, ouais, tout à l'heure, on a parlé, tu parlais donc de la stat clutch data, le clutch data score. Et tu as déjà un petit peu répondu, mais c'est vrai qu'Alec Peters en a parlé sur une interview qu'il a fait là dernièrement. Et il dit qu'au final, elle n'est pas révélatrice. Est-ce que tu Non, penses qu'il n'y a pas pas un truc à faire révélatrice, au niveau. le pire. Que Ouais. Datascore, pour l'instant, il n'en a pas encore parlé. Il en parlera dans pas longtemps. Non, Est-ce que. on a eu, quand on a montré un truc de Poirier il n'y a pas longtemps du Code Ouais. Datascore, Poirier l'a vu et il nous a donné le like. Hein. On était heureux. Bah ouais, mais Ça fait un est-ce like. que justement, il y a pas un truc à faire là-dessus pour montrer vraiment, euh, parce qu'au final, le joueur qui a le meilleur pire, il va avoir le trophée du meilleur joueur du match, alors qu'au final, ça se traduit juste parce qu'il aura été plutôt adroit, mais peut-être pas au bon moment, et il n'aura pas eu l'impact nécessaire et pour faire gagner son équipe. Et c'est ça, c'est en ça qu'Alec Peters sera allé pas mal, c'est que pour lui, c'est pas révélateur d'une performance, de vraiment l'impact d'une performance sur un match. C'est justement ça le pire. Au final, le pire, c'est 90% de l'attaque et très peu de défense. Donc, c'est pour ça qu'on a essayé de monter un truc avec que le Datascore. Et après, on en parle souvent et souvent on le dit. Qui est le meilleur joueur d'un match? Euh, Par exemple, Monaco-Maccabi. Qui est le meilleur joueur du match? Mike James qui a planté 30 points ou Okobo qui a séché Baldwin, il a laissé à zéro. Et Okobo, tu ne vas pas voir parce qu'au final, Okobo, au pire, il aurait été 100% en défense, il n'aura rien fait en attaque. Mais ils vont toujours donner le trophée du match à Mike James là-dessus. Quand il gagne le match, si Monaco gagne le match, c'est peut-être aussi parce qu'Okobo a laissé Baldwin à zéro, par exemple. Donc c'est vrai que après les trophées individuels dans un sport collectif, on sait ce que c'est. Il faut toujours le prendre avec des pincettes. C'est assez compliqué. C'est vrai que ça dépend beaucoup. On a vu qu'Inan Evans, il mérite d'avoir le MVP, mais il l'aura pas parce que son équipe n'est pas arrivée en play-in. Mike James le mérite aussi, certainement qu'il l'aura. En plus du record de cette année, ça fait beaucoup de publicité à l'Euroleague et tout ça. Donc, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte pour les trophées individuels. Vesely aussi, il le mérite. Je crois qu'il y en a plein qui le méritent, chacun dans son propre registre. Mhm. Mais,
pour revenir, les trophées individuels, il faut vraiment les prendre avec des pincettes. À l'époque de Jordan à Chicago, oui, il y avait pas de doute que le meilleur joueur du monde, c'était lui. LeBron maintenant, Kobe à son époque. Mais en Euroleague, que les équipes sont beaucoup plus égales, on va dire, les joueurs, il y a beaucoup de bons joueurs au même niveau. Pour moi, c'est vraiment compliqué. C'est un jeu beaucoup plus collectif qu'aux États-Unis aussi. Donc, Ouais. les joueurs, ils cherchent pas à mettre 30 points par match. Voilà, même Mac James cette année, je crois que c'est l'année où il a mis le plus de passes décisives et où il a vraiment fait jouer son équipe enfin, sur les matchs que j'ai vus. Moi, cette année, j'étais agréablement surpris avec Mac James et sa manière de jouer, hein. Je crois qu'on l'a tous été. C'est un débat aussi qu'on avait en interne. On sent Mhm. que le monsieur est en mission. Il lui reste, je crois qu'il disait il n'y a pas longtemps qu'il a 2 3 ans. Lui, il veut signer un dernier contrat et après, il veut s'arrêter. Donc, je pense que lui, ce qu'il veut maintenant, c'est gagner l'Euroleague. Il veut pas autre chose que ça. Donc, il est un peu plus, certainement un peu plus mature. Il a compris que pour gagner l'Euroleague, il a besoin de ses coéquipiers. Et maintenant qu'il a une bonne équipe aussi, ben, autant en C'est profiter. clair, il lui rentre bien. Il Mhm. lui rentre bien. En parlant de coéquipier, on va essayer d'avoir une petite touche sympa pour le copain Lucas, qui est dans l'équipe. On a, sur cette fin d'année, parlé du Merdico, qui est donc le duel à distance entre l'Alba Berlin et l'Asvel. L'Alba finit dernier, l'Asvel juste devant. Mais est-ce que d'un point de vue statistique, est-ce que c'est le bon classement? Est-ce qu'on a vraiment l'Alba qui est moins bonne que l'Asvel ou l'inverse? Comment tu peux différencier les deux équipes, toi, entre l'Asvel et l'Alba? Au final, l'Asvel, je l'ai regardé ce matin justement, mais l'Asvel finit plus près de Zvezda que de l'Alba, hein. Mhm. Ils ont 4 victoires de plus que l'Alba et seulement 3 de moins que Zvezda, si je ne me trompe pas. C'est ça. Ils sont plus proches de de la 16e que de la 18e. Au niveau ça, non, après, je pense que si la question était venue en janvier, je les aurais mis 50-50 les deux dans le merdico, hein, comme vous Mhm. appelez. Maintenant, non, l'Alba, pour moi, et au niveau des stats, on le voit partout. Quand on sort des graphes avec l'Alba, souvent est en bas à gauche. Et en bas à gauche, c'est le pire endroit pour y être dans les stats, dans les graphes. C'est clair. C'est vraiment que c'est autant en attaque comme en défense, ça n'a pas marché. L'Asvel a eu une meilleure fin de saison et a pu redresser un peu la barre. Le problème, c'est que c'est vrai que le début de saison a été tant catastrophique que ça leur pèse au niveau des stats sur toute la saison. Mais même si tu regardes, je crois, sur les derniers matchs, l'Asvel, sur les 8 derniers matchs, pour venir sur l'efficiency, sur les 8 derniers matchs, l'Asvel est presque au niveau de Barcelone. Presque. Ouais, Pas si mauvais. Ils ont amélioré la défense. C'est vrai que l'attaque, c'est toujours assez brouillon, mais, mais les derniers matchs, ils ont réussi. Je ne sais plus combien ils en ont gagné sur les 8 derniers. Ils en ont 3 ou 4, mais ça a été pas mal. L'Alba, quoi que tu fasses, tu retrouves toujours au même endroit et ça ne marche pas. Tu feras doublement plaisir à Lucas parce que du coup, tu as donné des trucs très positifs sur l'Asvel. Et en plus, tu confirmes sa théorie quand Poupée est arrivé. Il a dit, vous verrez, en fin de saison, ils en gagneront plein de matchs. Donc, Ah, il avait raison, ça a marché. là, il va être très content. et donc là, par rapport à l'expansion, je pense que ça va être de toute façon plus ou moins la même réponse. Est-ce qu'il y a, d'un point de vue statistique, une équipe qui mérite de partir de l'Euroleague? Et est-ce que par rapport au stade que vous pouvez faire, même sur l'Eurocup ou autre, est-ce que Paris a sa place, par exemple, en Euroleague? Est-ce que Londres a sa place en Euroleague? Est-ce que tu arrives à juger justement qui pourrait faire l'ascenseur? Paris a sa place en Euroleague parce qu'ils ont gagné et au final ils vont l'avoir, mais ils ont aussi dominé
l'Eurocup, parce qu'au final, ils ont perdu combien? Un ou deux matchs. Un match. Ici, comme en Espagne, on n'avait pas les droits, ça a été compliqué de le suivre. Mais après, il y a tellement de différences entre l'Eurocup et l'Euroleague que n'importe quelle équipe qui arrive en Euroleague, c'est compliqué. C'est compliqué, même si les exemples de Monaco, la Virtus, je crois que la Virtus a fait une bonne première année aussi quand elle est arrivée. Mais j'ai l'impression que c'est plus des surprises Mhm. que pour jouer, parce qu'au final, c'est toujours les mêmes équipes que tu as en Euroleague, donc ils se connaissent tous entre eux, tu as une nouvelle équipe qui arrive, ça leur change leur manière de travailler. Mhm. Au niveau des stats, Paris, bien sûr, à sa place en Euroleague. Si on parle que de stats, Londres, avant Londres, je mettrais d'autres équipes. Il y a Gran Canaria qui pourrait y être, qui pour moi, comme j'arrive à les suivre un peu plus, pourrait avoir sa place. Et je crois qu'on s'amuserait plus avec eux qu'avec Valence, par exemple. Mhm. Oui. Mais je pense qu'ils auraient leur place. L'année dernière, ils ont refusé d'y aller pour un thème de budget et tout ça, parce Mm. qu'au final, c'est pas mal de dépenses. Donc, des fois, il vaut mieux rester où tu es. Bourg, qui a une grosse défense pendant toute la saison d'Eurocup, je crois qu'il pourrait. Après, le budget, après, il y a autre Oui, chose oui, qui il y rentre a d'autres enceintes, ouais. en compte, mais au niveau stats, je pense que ces trois équipes mériteraient. Je crois que c'est les trois équipes qui pourraient essayer de faire quelque chose après au niveau des stats. Et pour descendre, l'Alba, mais bon, ils vont y rester. Ils ont le papier pour rester. L'Asvel est en train de se sauver. L'Asvel, ça va. Mhm. Valence est en chute libre. Et moi je pense que Valence, l'année prochaine, ils ne vont pas y être. Ils vont descendre. Enfin, s'ils mettent Paris, Valence doit partir pour moi. Parce qu'au final, ils y sont parce qu'ils ont sorti les Russes il y a 2 3 ans. Ouais. Ils y sont parce que c'est l'Espagne, parce que c'était une bonne équipe, mais au final, ça fait 2 ans en Euroleague. L'année dernière, je crois qu'ils ne se qualifient pas non plus, ils finissent 9 ou 10. Il n'y a pas vraiment de projet qui dit on va y arriver. Et au niveau stats, les 3 derniers mois, c'est catastrophique. Et c'est au niveau de l'Alba, hein, les 3 derniers mois, au niveau de l'Alba, hein. Donc, compliqué. L'étoile rouge, peut-être aussi, Zvezda, mais ça, c'est déjà se mettre dans un terrain un peu plus compliqué, parce qu'au final, c'est une équipe historique aussi. Donc. Mais au niveau stats, c'est vrai que Zvezda ne mériterait peut-être pas de continuer en Euroleague. Ah, puis ils ont fait On une va le belle laisser là, dernière. au niveau stats. Et bien pour le littéraire que je suis, j'ai envie de conclure en disant les chiffres ne mentent jamais. Dame, est-ce que tu as une dernière question? Non, pas une dernière question, mais il y a un truc qu'on aurait dû prévoir. J'y ai repensé après parce que je voyais sur les tableaux des joueurs, du classement des joueurs sur le Clutch Data Score et je voyais pas Mirotic. Alors on le voit sur le côté défensif, je crois. Il faudrait que je reprenne. J'ai pas voulu Euh, l'aborder, mais ce serait pas passé dans les yeux d'un aveugle là. Ça. et si jamais tu t'ennuies, ce que j'imagine pas du tout, ça pourrait être marrant de montrer à quel point il n'est pas clutch. Et je trouve ça marrant le jeu de mots clutch data, Le Nicolas pack, Mirotic, pas le clutch, package data. le pas clutch data. Clutch data. Parce qu'on dit souvent qu'il choque sur les matchs importants. Et ça pourrait être le défi. Alors on va pas le faire en live, mais ça peut être votre prochain défi si vous voulez vous amuser. Voir est-ce que Mirotic n'est vraiment pas si clutch que ça? Parce que c'est un peu la blague qu'on a entre nous. Et ça aurait été marrant de l'avoir en image, de l'avoir avec quelques chiffres. Après, Mirotic, Milan, de toute façon, déjà, c'est compliqué. Et Mirotic, c'est compliqué aussi. C'est un joueur compliqué. Un joueur compliqué. On ne va pas rentrer plus en détail, mais c'est, Ça me suffit. je pense qu'on comprend ce que ça veut dire et Mais oui, sans ouvrir trop la polémique. Mais oui. c'était pas pour la polémique, c'est vraiment pour la blague, parce qu'on aime Oh bien le oui, non, taquiner. mais Mirotic et Il y en a Mirotic. d'autres.
Il y en a d'autres, hein, mais lui, on en entend plus parler forcément, donc Ah, c'est plus facile. mhm. Bah écoute Thierry, on a passé, enfin je parle pour moi, mais je pense que Damien partagera. J'ai passé un extrêmement bon moment avec toi pour découvrir ton univers, pour découvrir le monde des stats avancées. Je l'ai dit, je suis littéraire, moi les chiffres ça me parle pas beaucoup. Et pourtant là ça a eu un effet magique sur moi. On en a parlé tout à l'heure par rapport au My Gym. Du coup c'était vraiment super. Voilà, j'ai passé un très très bon moment à découvrir tout ça, Clutch Data. J'invite les gens du coup à vous suivre sur Twitter X plus particulièrement. Est-ce que vous avez peut-être d'autres réseaux sociaux? Est-ce que vous avez d'autres endroits où on peut vous retrouver? Il y a le On a Subtrack. Instagram, mais vraiment, on ne monte pas parce qu'au final, notre travail, c'est pas vraiment autant visuel comme Instagram, comme TikTok ou enfin, vidéo, on n'a pas, ni rien du tout. Donc, on a X, on a LinkedIn un peu, et on a une newsletter on peut aussi vous inviter. C'est gratuit, une newsletter gratuite. On essaye d'envoyer dès qu'on peut des informations, que ce soit sur l'Euroleague ou on a fait par exemple sur la Leaders Cup, sur la Coupe du Roi en Espagne, l'Eurocup aussi. Donc, dès qu'on peut, on essaye de partager un peu ce qu'on trouve. Et dans pas longtemps, je pense qu'on va se mettre cet été sur des profils de joueurs qui finissent contrat, qui peuvent arriver, pourquoi ils peuvent arriver dans telle équipe. On en a un préparé, c'est pour pas faire un peu d'autopromo, mais c'est ouais, justement Mario Essonja, ou comment on dit en français, parce que moi je le dis en espagnol maintenant presque. Si le Real Madrid doit le renouveler, si comment, comme ça parle beaucoup du Pana, comment il rentrerait dans les plans du Pana, selon son style de jeu, le style de jeu des deux équipes. Donc j'invite vraiment, si vous voulez. L'adresse pour la newsletter, vous la trouverez sur le Le profil Substack. de Twitter de Club Data. Et, Bon, et puis on c'est va afficher tout gratuit. ça, on va On mettre remettra des. tout ouais, Oui, dans la description. tout ça. Et merci à vous pour l'espace et pour l'invitation. Je vous suis depuis quelques mois maintenant. Et, ça fait du bien aussi, en étant en Espagne, on en parlait en off avec, avec Romain, qu'un Français qui vit en Espagne et qui aime le basket, c'est assez compliqué. Donc, ça fait du bien Et de qui est pas voir un pour le peu. Real Madrid. Et En qui vit à plus. Madrid et qui n'est pas pour le Real Madrid. Donc, moi, je suis pas. Non, en Espagne, je ne suis pas vraiment pour une équipe en particulier. C'est vrai que si je dois sortir une équipe, ce serait plus Barcelone, plus pour mes origines Cool. catalanes de Perpignan, mais sans plus. On va dire que tant qu'il y a une équipe française qui arrive plus loin que les Espagnols, c'est compliqué, mais, mais s'il y en a une, D'accord. avec les équipes françaises et après ça, donc content d'avoir été ici avec vous, d'avoir partagé ce moment et moi, continuez ce que vous faites parce que vous avez un auditeur, on dit, non? Un spectateur Mhm. en Espagne et on va essayer de faire remonter la bulle en Espagne. Bah Ouais, écoute, clairement, nous aussi, si on peut participer. Ouais, exactement. Vous m'avez dit, c'est Lucas, non, qui parle espagnol ou qui. Oui. Ouais. Ouais, ouais. On ne sait jamais. Bon, il parle espagnol, russe, Il parle tout, chinois. non? Oui, il y a très peu de choses qui parlent pas. Ouais, voilà, et quand il sait pas la parler, il apprend très vite. Donc, Oui. Mais bon, il est pour l'Asvel, non? Donc, ça, c'est autre chose. Oui, bah voilà, chacun a ses défauts, hein, malheureusement. Bon, bah en tout cas, merci beaucoup encore une fois. C'était vraiment un grand plaisir de te recevoir. On vous envoie toute la force à toi et à ton compère pour votre aventure Clutch Data. Et puis, j'espère qu'on sera amené à se recroiser, à vous réinviter pour discuter de plein de choses. On c'est a... sûr. Maintenant, je veux une opposition, je veux un duel de GM entre toi, version années 90, et Thierry, version 2024. Ben, avec grand plaisir, en tout cas, vraiment continuez votre taf aussi parce que nous, on se régale. Vous nous envoyez plein de petits graphiques sur lesquels on peut se poser et envoyer du lourd derrière. Donc, merci encore, Thierry, et puis on se dit à très bientôt. À plus. Ciao. Salut. Ciao, ciao.